Un autre éclairage pour approfondir ces sujets va maintenant nous être donné par Henri Zuber, qui va aborder la question d'une collaboration possible, justement, entre musées et archives. Henri Zuber est adjoint à la chef de service de la mémoire et des affaires culturelles de la préfecture de police de Paris et chef du département patrimoine. Et il va donc maintenant aborder cette fameuse collaboration possible entre musées et archives dans ce cadre. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous donner un exemple de ma longue carrière internationale au niveau des archives, donc qui n'a rien à voir avec la préfecture de police. C'est les débats qui ont eu lieu il y a une vingtaine d'années au sein du Conseil national des archives pour savoir si on rejoignait le programme Mémoire du Monde ou non. C'est-à-dire, en fait, cela conduisait à mettre en avant des documents individuels. Et c'était considéré par un certain nombre des membres de cet organisme comme contraire à l'esprit des archivistes qui ne considèrent le document que comme une partie d'un tout, les archives. Je vous rappelle qu'il y a eu tous ces débats entre l'archive ou les archives, qui sont quand même un petit peu dépassés. Mais l'idée était bien de dire non, non, nous ne pouvons pas mettre en avant un document, ce qui est d'ailleurs complètement faux, parce qu'il y a bien la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, enfin, tout un certain nombre de documents, l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, enfin, tous ces documents-là sont bien des documents marquants d'une histoire d'un pays, d'une institution, mais la question s'est posée. Donc réellement, on se pose bien la question de savoir si lorsqu'on parle d'archives, on est dans la même logique que dans le traitement des objets, et j'ai quand même entendu que les objets pouvaient aussi être considérés comme faisant partie d'un système. Donc il y a aussi des logiques qui se rejoignent et qui se complètent. Alors je passe à mon sujet. Je suis à la préfecture de police depuis 2 ans et j'y ai trouvé effectivement 2 services patrimoniaux, les archives, le musée, qui sont issus d'une certaine histoire de cette institution. La préfecture de police, c'est création 1800, Bonaparte, mais ça prend bien entendu la succession d'institutions beaucoup plus anciennes liées à la problématique du maintien de l'ordre dans Paris. Alors c'est bien sûr sous Louis XIV la lutte en général de police, mais c'est auparavant le guet, cette institution parisienne qui fait toujours peur depuis Étienne Marcel avec la grande contestation de la monarchie. Donc il y a effectivement eu besoin en permanence d'avoir une présence de l'État central à Paris qui à la fois contienne les émotions populaires ou moins populaires. Et je vous rappelle que le maire de Paris, son élection au suffrage universel ne date que de 1977. Donc on a réellement toute une notion de police, maintien de l'ordre et de police administrative qui est assurée par l'État depuis les temps les plus anciens de l'Ancien Régime. Alors, au sein de cette préfecture de police, qui effectivement détient un certain nombre des attributions qui sont ailleurs attribuées aux institutions territoriales, même si très progressivement ces attributions sont récupérées progressivement, de police administrative sont récupérées par la ville de Paris. Je suis à la tête d'un département chargé du musée et des archives au sein d'un service qui s'appelle le service de la mémoire et des affaires culturelles. Alors, ce service rassemble le musée et les archives et se présente de la façon suivante dans mon département. Et puis à côté, vous avez une autre structure qui est la Musique des gardiens de la paix, structure mise en place avant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est professionnalisée à partir de 1945 et qui assure une présence dans toutes les manifestations de protocole et du préfet et de la ville de Paris, et puis qui aussi se produit dans un certain nombre d'actions citoyennes dans les écoles, ainsi que dans des manifestations sur la voie publique et dans des concerts organisés. Donc c'est une participation importante du service de la mémoire et des affaires culturelles au rayonnement de la préfecture de police. Mais ce n'est pas de ce département que je vais vous parler. La relation entre le musée de la préfecture et les archives est assez particulière. En effet, le musée date de Louis Lépine
En 1909, donc le grand préfet emblématique, hein, qui à 2 reprises est à la tête de la préfecture de police entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, et Louis Lépine décide, au lendemain de l'exposition universelle, de rassembler un certain nombre des pièces qui ont été mises en avant pour présenter l'activité de la préfecture de police dans un espace qui se situe au 36 quai des Orfèvres, au-dessus de l'atelier de Bertillon. Alors Bertillon, c'est le fondateur de l'anthropométrie, c'est-à-dire la personne qui met en place le profilage à partir des photographies des malfaiteurs. C'est-à-dire donc on installe ce musée-là au 36 quai des Orfèvres et il reste... donc ce musée est complété entre 1909 et 1975, hein, puisqu'il reste jusqu'en 1975 à cet emplacement. Il est complété progressivement par des acquisitions régulières et des donations. Alors il y a des séries d'armes, il y a un certain nombre d'objets utilisés par les anarchistes qui sont versés. Il y a... l'objet le plus important est présenté dans ce musée étant la machine de Fieschi, qui est ce gros attentat contre Louis-Philippe, qui a quand même conduit à un certain carnage. Donc, ce musée est placé sous la direction de Hélène Tullard. Alors, Hélène Tullard est quelqu'un d'important parce qu'elle est à la fois... outre le fait que c'est la mère de Jean Tullard, mais ça c'est anecdotique, elle est l'épouse du Tullard responsable du fichier juif. Et donc, ayant sous sa tutelle à la fois le musée et les archives, elle n'a pas d'intérêt particulier à mettre trop en avant la mise à jour de ces archives. Et donc, c'est à son départ à la retraite et avec la réimplantation du musée et des archives dans l'implantation actuelle du musée qui est rue de la Montagne Sainte-Geneviève, juste derrière Maubert, que peut commencer à se mettre en place une politique progressive d'ouverture et de mise en valeur des collections. Alors je dis que par ailleurs, tant que nous étions au quai des Orfèvres, le musée était entrouvert 1 ou 2 après-midi par semaine. Et bien sûr, c'était un musée du crime qui effectivement présentait les grandes affaires criminelles, présentait les crimes de Landru, de Petiot, après l'affaire Stenheil. L'affaire Stenheil, c'est une histoire complexe, hein, de dame qui assassinent son mari... mais Madame Stenheil était surtout la personne qui était la connaissance du président Faure. Donc elle avait cette particularité d'avoir une histoire un peu longue vis-à-vis de la République. Donc l'ensemble de ces éléments sont progressivement améliorés à l'occasion de l'implantation sur le site de Maubert, et puis font l'objet depuis 2-3 ans, à l'occasion du recrutement d'une attachée de conservation, d'une reprise complète du parcours muséographique, reprise complète qui est dynamisée par l'organisation d'expos temporaires auxquelles je viendrai dans quelques instants. Alors, ça c'est alors vous avez un rapide point de vue de cette implantation de musée. Donc c'est 300 mètres carré installé. Alors, la particularité quand même de ce musée, c'est qu'il est à l'intérieur d'un commissariat. Et ça, il faut quand même le préciser. Donc, même si nous avons 23 000 visiteurs par an, ce qui est quand même un bon chiffre par rapport à la dernière année anté-Covid, nous étions à 15 000. Même si effectivement cette réanimation a eu lieu, il n'empêche que ouvrir un établissement culturel au sein d'un commissariat, ça n'a rien d'évident, ça ne facilite pas l'attractivité immédiate de l'institution, et ça demande la présence en permanence d'agents qui assurent
le trajet du rez-de-chaussée au 3e étage où se trouve le musée. C'est pas très simple. On arrive à s'organiser correctement pour que les choses marchent bien, mais ce n'est pas une solution, par définition, qui peut durer. Il faut trouver une autre. Donc c'est par rapport à ça que nous avons une réflexion sur la relocalisation. Alors, ça c'est... Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Nous organisons les visites sur inscription en principe, puisque nous devons justifier de la présence, de l'identité de toutes les personnes qui viennent au sein de l'institution. Nous avons des contraintes d'acheminement liées au lieu, mais nous avons mis en place, effectivement, dans le cadre de la redynamisation, une politique très active de visite guidée de la collection permanente, des jeux, des cluedos, des enquêtes à résoudre. Enfin, tout ça fait que nous arrivons à mettre en valeur l'ensemble des objets présentés au sein de cette collection qui proviennent de l'histoire de l'institution et d'un certain nombre de dons. Voilà, donc 2 exemples de visites guidées. Nous avons repris récemment, il y a 3 ans, les locaux liés à la naissance de la police technique et scientifique, donc la présentation de l'activité d'Alphonse Bertillon et de sa méthode anthropométrique, ainsi que le développement des autres méthodes de repérage des auteurs de crimes. Ce que je peux dire, c'est que nous avons mis en place ces nouveaux espaces et nous avons récupéré, il y a 2 ans, la chaise de Bertillon, qui est un objet aussi qui était installé au 36 quai des Orfèvres, qui avait été transféré dans les locaux du dépôt à l'occasion de l'institution de l'identification judiciaire. Et donc cet objet est présenté maintenant à l'intérieur du musée. Nous avons aussi toute une série d'expositions de visites autour de l'identification des victimes, la présentation de l'Institut médico-légal qui relève de la préfecture de police. Et ces visites guidées sont en général systématiquement remplies. Donc nous avons effectivement un véritable succès par rapport à l'accueil du public. Sur les archives. Alors les archives étaient le fournisseur du musée. Donc tout l'enjeu a été de donner progressivement aux archives leur raison d'être, leur existence, depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Alors, d'abord, comme je vous le disais, c'est une activité de soutien du musée. Les documents sont extraits des collections, pas nécessairement dans de très bonnes conditions d'identification, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a tout un travail de reconstitution des fonds à partir du retour des documents qui nous sont réattribués depuis le musée. Mais cette activité peut-on dire qu'elle a complètement pris fin? Maintenant, nous sommes dans une logique de collaboration entre structure musée et structure archive. Et cela s'est fait à l'occasion de la professionnalisation, la convention d'autonomie mise en place en 2011, le recrutement de 3 conservateurs juste avant moi, et maintenant on est effectivement dans la mise en place d'une vraie politique d'archivage, qui est le préalable indispensable à l'idée que les archives, ce n'est pas que du patrimoine, ce n'est pas que des objets qui sont à l'appui de la démonstration du parcours d'un musée, mais c'est d'abord une gestion de l'information au service de l'institution. Le hasard a fait que j'ai fait la plus grande partie de ma carrière dans des structures d'archives intégrées. C'est-à-dire que si on était en mesure de mettre en place une politique patrimoniale, c'est parce qu'on avait construit la logique d'organisation des dossiers courants, et donc d'aide, d'appui à l'activité courante des services. C'est ce que nous faisons, et
c'est la mise en place d'une structure contrôle-collecte qui existe réellement depuis 2 ans permet de stabiliser et de rendre réelle l'existence de la fonction archive au sein de la préfecture de police et de renverser, par certains côtés, le paradigme de ce qu'est un service d'archives pour qu'il soit, bien entendu, en fin de chaîne, destiné à une ouverture au grand public, mais c'est d'abord un service de traitement des dossiers et d'accès à l'information à des fins administratives. Ces archives représentent 10 km linéaires. Elles présentent 10 km linéaires au Pré Saint-Gervais, où elles sont installées depuis 2013. Nous avons une annexe de 10 km linéaires qui se trouve à Créteil, et nous pensons qu'il y a une réserve de versement à l'intérieur des bureaux de la préfecture de police qui est encore de 5 à 6 km. Ce qui pose d'ailleurs la question de la localisation de notre service d'archives. Comment mettons les archives définitives que nous finissons par recevoir en versement à la disposition du public dans des conditions correctes. Donc ces 10 km de documents, d'images, d'ouvrages imprimés sont accessibles dans une salle de lecture qui n'est présente qu'au Pré Saint-Gervais, qui ne dispose pas d'un site internet, parce que là aussi on est dans les contraintes d'ouverture de la préfecture de police. J'ai dû expliquer au service de communication qu'il y avait quand même un code du patrimoine et que ce n'était pas à eux de décider si tel ou tel journaliste avait accès à tel ou tel document. Donc tout ça fait partie d'une grande opération de pédagogie qui se met en place. Très honnêtement, la convention d'autonomie, elle ne s'explique que parce que le préfet de police n'a jamais voulu verser ses archives aux archives nationales. Il n'y avait aucune raison à l'origine, mais j'ai un dossier entier des relations avec les archives de France où il est très clair que l'extrême sensibilité des documents interdit toute possibilité de versement aux archives nationales. Ce qui est bien sûr une invention, mais ça... voilà. Donc, alors, ces archives se présentent selon un cadre de classement, bien sûr avec une série W à partir, enfin une série en continu à partir de 2010, et ces archives couvrent l'ensemble, enfin le Paris d'avant la division de la région parisienne en départements multiples. C'est-à-dire c'est véritablement le 92, le 93 et 94 sont couverts par les fonds anciens de la préfecture de police. Nous sommes en train, à l'heure actuelle, de terminer un état des fonds qui nous permettra, je pense, d'argumenter au moins la mise en ligne sur France Archives. Alors, quelques pièces tirées des archives. Là, venant à un endroit où se trouve le centre d'histoire du féminisme, il me reste 5 minutes, c'est très bien. Donc, une permission de travestissement. C'était pour permettre à une dame de porter un pantalon. Enfin, vous voyez, donc c'est quand même une autorisation qui a été exigée pendant très longtemps, au moins jusque dans les années 20 ou 30. Donc, et cette autorisation était délivrée par le préfet de police. La demande nous a été faite à l'occasion de l'exposition Rosa Bonheur. On n'a pas retrouvé celui pour Rosa Bonheur qui a fait la demande, mais on a trouvé cette autorisation. On a alors un autre document, nous avons des pièces terribles sur toute l'organisation de la rafle du Veldiv. Alors là, on voit effectivement l'ensemble des forces mises en œuvre pour effectivement réaliser cette opération ignoble. Donc cette opération a été organisée avec les forces de l'ordre disponibles en région parisienne. On sait qu'effectivement, un certain nombre de policiers ont fait en sorte que l'information circule avant, que les gens s'en aillent, mais il y a quand même eu beaucoup de personnes
13 000 personnes qui ont quand même été rassemblées à l'occasion de cette opération qui s'est faite en plusieurs temps. D'abord des centres de rassemblement locaux, puis ensuite envoi au Veldiv lui-même. C'est à partir de ces archives que Laurent Joly a fait son livre magistral et surtout l'étude des dossiers d'épuration, que Laurent Joly a fait son étude publiée l'année dernière à l'occasion de l'anniversaire. Alors là ensuite, il y a deux pièces liées à la dénaturisation des années 30-40, qui effectivement dans le contexte de politique xénophobe ont été assez largement menées et qui étaient mises en... Ça c'est un dossier je crois de 41, si je ne me trompe pas. Et vous avez ici la première demande de naturalisation de Picasso qui n'a pas abouti et qui a été présentée à l'exposition Picasso de l'année dernière. Voilà. Alors les expositions temporaires, qui est quand même le point de cette présentation, nous avons mis en place depuis 2 ans un certain nombre d'expositions temporaires qui montrent la diversité des métiers pratiqués à la préfecture de police. Et c'est-à-dire expliquer qu'il y a bien sûr le maintien de l'ordre dans la rue, mais il y a aussi toute une série d'activités pratiquées au niveau de la police judiciaire. Donc c'est la police des mœurs à Paris. C'est les problématiques de mobilité, avec effectivement, comme vous pouvez le savoir, des problématiques de relations avec la ville de Paris. Et puis nous avons aussi accueilli, plutôt à destination d'un public jeune, une exposition Playmobil. Enfin, nous sommes en train de monter une exposition sur la présence du policier dans la rue, qui est une exposition que nous avons montée un peu en catastrophe, car nous avions d'abord prévu de présenter une exposition sur l'infirmerie psychiatrique de la ville de Paris, et pour des raisons conjoncturelles, on nous a demandé de reporter cette exposition. Ces expositions temporaires sont l'occasion de faire travailler ensemble les agents des deux entités. Et rien que par rapport à... Je crois que c'est une possibilité de mise en valeur des objets, mais aussi de faire travailler les équipes des deux côtés en vue d'un projet commun. Et donc, on a renversé les choses dans le sens que c'est plus les archives au service du musée, c'est pas les archives contre le musée ou le musée contre les archives, c'est au contraire un travail en commun entre des équipes plus complémentaires, qui bien sûr ne sont pas présentes sur le même site, mais qui progressivement participent à la définition d'un projet commun d'exposition à partir des ressources disponibles. Alors là, effectivement, on objectifie le document d'archives dans le cadre de ces présentations, mais ça permet aussi aux deux équipes d'avoir une meilleure connaissance partagée de ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et moi, c'est toujours la difficulté d'un sujet de recherche ou d'un sujet d'exposition pensé a priori. Je pense qu'on ne peut faire une bonne exposition qu'à partir du moment où on dispose des ressources pour le faire. Or, c'était un peu une tendance générale des gens du musée. On a un sujet et donc on va arriver à le traiter. Non, malheureusement, dans certains cas, et l'exemple de la destruction des archives sous la Commune le prouve, il y a réellement des pans entiers de l'histoire de la préfecture de police qui ne sont plus présents. Donc on peut éventuellement traiter le sujet à partir de ressources externes, mais comme nous sommes dans une démarche de développement du musée à partir des ressources internes, l'idée c'est plutôt de faire des opérations de collaboration. Donc c'est à la fois une occasion de faire travailler ensemble les équipes, et c'est aussi une occasion de repenser le parcours d'exposition permanente et de prioriser les chantiers de classement des archives. Donc, je termine. Les grands objectifs de l'année 21-23 ont été autour de cette logique de
redéfinition de ce qu'est le musée et de ce que vont être les objets présentés dans l'exposition permanente, de participer bien sûr au rayonnement de la préfecture de police, de participer à l'avancement du dossier musée autour du projet scientifique, culturel et éducatif, d'obtenir l'appellation Musée de France et de réfléchir à une relocalisation de ce musée qui, de toute évidence, ne peut pas rester au même endroit. Pour les archives, eh c'est effectivement la poursuite de la politique de contrôle et de passage à une prise en compte de l'archivage électronique par la préfecture de police, une réévaluation massive des fonds parce qu'on nous a versé beaucoup de choses qui réellement n'ont aucune raison d'être, et puis parvenir à une description fiable de l'ensemble des fonds conservés en vue de leur mise à disposition de l'ensemble du public. Voilà donc un peu le projet auquel je suis confronté, que je lance avec mes équipes, des équipes assez réduites, mais qui se professionnalisent progressivement. Voilà, c'est ce que je peux vous dire de la politique mise en place à la préfecture de police. C'est une institution un peu à part, mais enfin, tout à fait dire unique dans le paysage administratif français. Mais je vous recommande de venir voir ce musée dans le centre de Paris, dans le 5e arrondissement, car vous y trouverez des choses assez étonnantes. Merci beaucoup pour cette allocution remarquable. Qui effectivement engage à la fois la profondeur du champ historique des institutions ainsi que la voie actuelle qui se trace autour des collaborations sur la valorisation des fonds. On voit bien que c'est cette question-là qui est sous-jacente. Des questions ? Vous étiez parfaite égalité de synchro. Voilà, donc bravo Bénédicte. Mais Magali, à mon avis, voilà, aura le temps de poser sa question. Ouais, j'ai une question justement sur cette dernière diapo et autour de la question du PSCE, donc du projet scientifique, culturel et éducatif. Et au fond, pour comprendre si ce PSCE, il a vocation à se situer au niveau du département du patrimoine et à englober et le service archives et le service musée, ou si au contraire, les deux entités sont perçues comme séparées et relevant de projets de services différents. Non, alors c'est le même projet de service. En revanche, ce PSCE, il est réalisé au niveau du musée dans l'objectif d'obtenir l'appellation Musée de France. Mais le projet de service et la feuille de route, il est quand même bien défini par rapport à l'ensemble du département patrimoine. Donc on pourrait effectivement envisager un PSCE commun, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Si j'allais le prendre personnellement. Pas du tout. Non, je plaisante. Merci pour votre présentation. J'aurais une question sur les aspects de collecte. Vous évoquiez la réorientation du service d'archives vers des activités de records management. Et je me demandais quelle était la place des objets dans ce contexte de traces, de preuves. Concrètement, comment est-ce qu'il y a actuellement une procédure, un faisceau de décision qui fait qu'un objet collecté ira côté archives ou côté musée. Comment fait-on la collecte aujourd'hui compte tenu de ce rapprochement entre les deux entités? Alors, on a tellement de choses à rattraper pour l'instant qu'on n'a pas encore formalisé effectivement le traitement de ces objets trouvés à l'occasion d'opérations de contrôle et de collecte. Mais il est clair que l'idée, c'est d'instituer une forme de dépôt légal qui conduirait l'objet, les objets identifiés, à bien sûr garder une présence dans le bordereau de versement, mais à être dirigé vers le musée. Voilà. Donc, tous les objets. C'est ça qui fera partie de la note de gouvernance que nous devrons sortir cette année. D'accord, merci. Bonjour, je suis ici. Tout à l'heure, vous avez parlé de la sensibilité des archives. Et je voulais savoir si dans votre service, vous êtes concerné par la loi PATR et si vous arrivez à appliquer cette loi. Alors, il se trouve que j'ai été très
proximité avec la loi Pâtre. Vous savez que j'étais au service historique de la Défense, et donc j'ai vécu en direct l'IGI 1300, l'ordre qui nous a été donné de déclassifier du jour au lendemain des documents remontant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et donc la fermeture du jour au lendemain de fonds qui étaient visibles par les chercheurs depuis des années. Donc la grande particularité, et ça m'a beaucoup étonné, mais c'est comme ça, de la préfecture de police, c'est qu'il n'y a quasiment aucun document classifié. Donc en fait, les quelques documents que nous avons à déclassifier, nous le ferons remonter aux fonctionnaires de défense auprès du cabinet du préfet, avec un avis, et puis en général, nous sommes suivis. Donc c'est vraiment à la marge. C'est vraiment à la marge. Ah, vous avez tamponné. Oui, d'accord. Très bien. Bon, c'était en termes à la fois de logique professionnelle et de moyens mis en œuvre. Voilà. Mais je vais pas écrire mes mémoires tout de suite. Mais comment ? C'est toujours l'anarchie. Je vois qu'on ne sait pas trop comment. Ouais, je sais. Mais il y a quand même eu un avis donné. Enfin, je veux dire un avis du Conseil d'État qui a quand même remis à la disposition des chercheurs la quasi-totalité des dossiers. Enfin, quand même, soyons honnêtes. Hein. Mais c'est vrai que ça a créé au sein du Code du patrimoine des catégories qui montrent d'ailleurs de la part de l'administration une ignorance complète du fonctionnement des archives. Donc, parce que le seul risque de tout ça, c'est qu'on ne nous verse plus les documents. Et à partir du moment où on ne nous verse plus les documents, c'est-à-dire qu'ils sont détruits en amont, on est dans l'illégalité par rapport au Code du patrimoine. Mais qui va le prouver? Et puis, serions-nous même suivis par un juge par rapport à une destruction illégale d'archives? J'aimerais en être sûr. Voilà. Il y a une action là qui est menée en ce moment. Hein. Oui. Là, il y a quand même, enfin, sur le sujet, mais il y a quand même une grosse évolution là, parce que maintenant la profession le diffuse quand même. Hein, l'AF demande. C'est vrai, c'est vrai. Quand il y a quelques temps en arrière, on disait bon, on va pas parce que c'est pas clair. Là, il y a un changement quand même. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que ce qu'on disait il y a quelques mois, je me souviens, lors d'une table ronde à la contemporaine, c'est que le contentieux issu des chercheurs était quasi inexistant. Donc les chercheurs se plaignent, mais de là aller en justice... Ça demande quand même une grosse mobilisation, hein, il faut savoir. Donc, la mobilisation qui a eu lieu à l'occasion quand même de cette circulaire a été massive, bien construite, enfin vraiment... vous en étiez parti, donc. Mais voilà, une telle mobilisation demande un vrai engagement. Voilà, donc, oui, c'est ça. Nous vous remercions. Nous pouvons peut-être passer à la dernière intervention de la journée avant les conclusions. Merci beaucoup. Merci à vous.